Bonjour à tous. Vous venez de recevoir un héritage ou de placer vos économies, et après vous êtes renseigné, vous avez compris globalement qu'il fallait investir cet argent et ne pas le laisser se faire détruire par l'inflation. Cependant, vous trouvez le sujet relativement complexe à votre goût et vous souhaitez une solution simple maintenant, tout de suite. Autrement dit, vous cherchez une recette de cuisine à appliquer, à ne pas passer plus de 5 minutes par mois pour gérer vos investissements, vous voulez pas faire du trading, vous voulez réellement dormir sur vos deux oreilles tranquilles, soit. Ce n'est pas réellement ce que je recommande, mais principalement de privilégier une compréhension fine de vos investissements. Cependant, je peux parfaitement comprendre et envisager que certaines personnes ne soient pas passionnées par le domaine et décident d'avoir et préfèrent même avoir une solution clé en main qu'ils puissent directement mettre en œuvre. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'aller au cœur du sujet en sélectionnant des investissements financiers permettant d'être utilisés pour pouvoir investir rapidement son épargne, un héritage ou des liquidités plus généralement. Donc l'idée ici, c'est de vraiment fournir une solution clé en main, car je remarque que c'est ce que souhaitent de nombreuses personnes, la plupart du temps au sein de mon entourage. Mais avant tout, il est important de rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier. Il est clair que chaque solution doit être adaptée à chaque personne. Ici, l'idée est juste de vous fournir une sorte de solution clé en main relativement générique, et peut-être vous pourrez vous en inspirer et l'adapter à vous-même. Donc dans une première partie, ce que je vais faire, c'est définir les objectifs visés de la solution proposée. Dans une seconde partie, je vais présenter l'allocation d'actifs qui sera mise en place pour construire le portefeuille. Et enfin, dans une troisième partie, j'aborderai les instruments financiers utilisés à mettre en œuvre dans un compte titre ordinaire pour pouvoir investir. Enfin, je traiterai de la maintenabilité et des règles à appliquer pour que l'allocation puisse être fonctionnelle dans le temps. Donc concrètement, nous allons d'abord aborder les objectifs de la solution. L'objectif est d'essayer de proposer une solution qui corresponde au plus grand nombre. Donc les aspirations majoritaires des investisseurs sont qu'ils souhaitent une solution qui soit simple, donc c'est-à-dire simple à comprendre et facile à mettre en œuvre, qui ne nécessite pas d'acheter 10 000 produits financiers ou d'avoir des arbitrages complexes à effectuer au cours du temps. C'est donc là la question de la maintenabilité qui en fait est majoritairement soulevée. Ce qu'on veut, c'est ne pas y passer beaucoup de temps, on ne veut pas être là à regarder les écrans, voir comment évolue tel produit ou tel actif par rapport à un autre, être inquiet dès qu'il y a la moindre guerre à l'autre bout du monde. Et donc concrètement, on veut ne pas y passer plus de 5 minutes par mois. Enfin, on veut que cette allocation soit robuste, c'est-à-dire que la grande majorité des investisseurs est averse aux pertes. Il suffit de voir l'allocation de la majorité des Français qui est principalement allouée en assurance vie sur des fonds euros à capital garanti. Donc ce qu'on veut, c'est que bien sûr, elle soit relativement stable et permette au maximum de risquer des pertes. Enfin, ce qu'on veut également, c'est de la performance. Certes, on veut éviter les pertes, mais on ne veut pas se retrouver avec un fonds qui soit similaire à un fonds euro avec une performance médiocre. Donc ce qu'on veut, c'est avoir une solution qui permette à l'investisseur de ne pas perdre en pouvoir d'achat, en offrant des rendements légèrement supérieurs à l'inflation. Donc aujourd'hui, les marchés financiers restent le meilleur moyen, à la fois le plus sûr grâce à la régulation importante qui est présente, mais également le plus liquide. Donc il est très facile d'acheter et vendre des produits en quelques clics. Et enfin, le plus passif pour pouvoir investir son argent. Il ne faut pas, par exemple, faire des transactions auprès d'un notaire, se déplacer, éventuellement faire des travaux, comme c'est le cas pour de l'immobilier. Donc l'investissement via les marchés financiers est souvent opposé pour cela d'ailleurs à l'investissement immobilier, qui demande beaucoup plus de temps, d'énergie dans sa gestion. Vis-à-vis de l'investissement, on peut dire que si on devait définir un why, un pourquoi on souhaiterait investir, généralement, on va prendre un cas générique qui est le cas de la majorité de la population française à l'heure actuelle, ça va être la retraite. Ou on va dire des projets type voyage, enfant ou achat de la résidence principale. Donc on va se placer dans un cadre relativement générique, c'est-à-dire que ce qu'on va avoir, c'est un souhait d'avoir une croissance de son capital, tout en bénéficiant de rentes offertes au travers du placement, sans objectif de chercher à le maximiser. Donc on se place vraiment dans un cadre relativement générique où on va investir soit pour des projets, donc capitaliser, faire en sorte que ce capital croisse le plus rapidement possible, ou alors on veut se placer dans un objectif de retraite et à ce moment-là avoir des rentes. Donc c'est vraiment une allocation qui permet globalement de faire les deux, et on le verra par la suite. Cependant, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que normalement, ces allocations ou la vision de l'investissement doit varier, notamment en fonction de l'âge et de la vie de l'investisseur et de ses différents projets. Et c'est pour ça qu'en fait, généralement,
on différencie, lorsqu'on définit un projet d'investissement, deux types de visions, donc la vision plus stock ou la vision plus flux. Donc concrètement, la vision stock, ça va être quoi? Ça va être si on veut effectuer un projet d'achat ou de consommation, généralement le capital va être vu comme un stock à accumuler, dans un objectif de le faire croître pour pouvoir ensuite réaliser cet achat. Ou sinon, on peut voir également l'investissement comme un objectif plus de flux, où là, cette fois-ci, ça va être des rentes, des coupons, par exemple, d'obligations, qui vont être donnés par ce capital investi et qui va permettre, par exemple, de compléter un revenu, ça peut être pendant la retraite ou pendant la vie de l'investisseur pour pouvoir se dégager du temps et avoir plus de liberté, pouvoir changer de travail ou des choses comme ça. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc on va aborder l'allocation d'actifs stratégiques. Donc l'allocation d'actifs stratégiques, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc ça consiste à trouver les pourcentages fixes à appliquer à chaque actif par rapport au capital qu'on aura en entrée. Donc typiquement, supposons que vous avez 100 000 euros à investir. La question qui va se poser, c'est où je vais mettre ces 100 000 euros. Est-ce que je vais les mettre plus dans des actions, dans des obligations, dans de l'immobilier, dans des choses comme ça. Donc l'allocation d'actifs stratégiques, elle se différencie de l'allocation d'actifs tactiques, qui vise à profiter plus d'opportunités macroéconomiques en modifiant cette allocation en fonction des opportunités de marché. Concrètement, ici, on va s'arrêter uniquement sur l'allocation d'actifs stratégiques, donc c'est-à-dire une allocation fixe, stable, étant donné qu'elle nécessite peu de maintenance au cours de l'année ou même mensuellement. On ne va pas s'attarder plus de 5 minutes par mois concrètement dessus. Contrairement à l'allocation tactique qui vise justement à des rendements supérieurs mais qui nécessite une gestion beaucoup plus forte et qui d'ailleurs n'offre pas des rendements forcément supérieurs à l'allocation d'actifs stratégiques. Donc pour effectuer un petit rappel ou un petit aperçu, il y a 7 classes d'actifs sur lesquelles vous pouvez investir et sur lesquelles on doit déterminer des pourcentages pour construire cette allocation d'actifs stratégiques. Donc on a les actions d'une part, les obligations. Donc le principe c'est de prêter de l'argent à une entité, souvent l'État, une institution, une entreprise. Les matières premières, donc le cuivre, l'argent, le palladium, le pétrole. On a également l'immobilier, donc le support préféré des Français. Cela peut être pour acheter, pour ensuite revendre ou faire tout simplement de l'investissement locatif. On a les monnaies, donc l'euro, le dollar, le franc suisse. On a l'or, donc qui est à la fois une monnaie, mais également une matière première. Une monnaie plus par le passé, mais aujourd'hui plus une matière première. Et enfin, on a les actifs alternatifs, comme les montres, les objets d'art, l'argent, mais également on peut parler des crypto-monnaies, de toute cette autre classe d'actifs. Donc la règle à retenir est généralement simple en investissement. Quoi qu'il arrive, que ce soit la fin du monde, une troisième guerre mondiale, une révolution, une crise financière, peu importe, il y aura toujours un actif qui surperforme par rapport aux autres. Donc cet axiome répond tout simplement au principe de la macroéconomie. Donc pour en savoir plus, je vous invite à lire un article que j'ai écrit également sur le sujet. Donc vous avez l'ensemble des liens en description. Alors les crypto-monnaies sont généralement un actif catégorisé dans la partie des actifs alternatifs. Donc ici, on n'abordera pas dans le cadre de cette allocation pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un actif qui est relativement récent et qu'on peut même classifier à l'heure actuelle entre l'actif monétaire et l'actif alternatif, bien que discutable. Néanmoins, ici, nous ne l'aborderons pas, tout simplement parce qu'on veut une stratégie passive, robuste, et la volatilité du marché des crypto-monnaies peut également être un frein pour de nombreux investisseurs. Vis-à-vis cette fois-ci des pourcentages pour pouvoir mettre en œuvre cette allocation. Donc à partir de l'axiome évoqué précédemment, donc quoi qu'il arrive, il y aura un actif, qu'il y ait une troisième guerre mondiale, quelque chose, il y aura toujours un actif qui surperformera par rapport aux autres. On pourrait intuitivement se dire que si on sait qu'un actif va surperformer par rapport aux autres, ce qu'on peut faire, c'est à la limite acheter tous les actifs. Cependant, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est les facteurs qui influencent la valeur de ces actifs. Donc on va en distinguer deux facteurs, et c'est majoritairement ce qu'on appelle la macroéconomie, qui va influencer l'évolution du prix des actifs. Donc on a d'une part ce qu'on appelle le produit intérieur brut, donc c'est un indicateur qui mesure la croissance d'un pays en pourcentage sur 12 mois glissants. Donc c'est un indicateur qui va mesurer la création de valeur d'un pays, donc il va être mesuré en pourcentage, donc ça va aller de 0% à plus si on est en croissance, donc ça va être positif si on est en croissance, et ça va être de 0% à négatif si au contraire on est en ce qu'on appelle en récession, donc on perd en fait en termes de croissance.
Et le second facteur, ça va être l'inflation. Donc c'est un indicateur qui mesure l'augmentation globale des prix dans l'économie. Donc concrètement, l'inflation, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que si on achète une baguette de pain à 1 euro, si l'inflation passe par là, demain elle vaudra 1,10 €, 1,20 €, 1,30 €, 1,50 €, etc. Et elle va se mesurer sur 12 mois glissants, et ça va être un panier souvent de matières de première nécessité ou de consommation plus généralement, qui vont être pris en référence et pondérés d'une certaine façon par l'INSEE. Donc c'est l'INSEE qui va donner les chiffres d'inflation en France, mais on va avoir également d'autres instituts pour chaque pays qui vont avoir des chiffres d'inflation avec des paniers de consommation pondérés de façon différente, qui vont montrer l'évolution de l'inflation dans chaque pays. Donc, si on part de cette base-là, sachant qu'on sait qu'on a ces deux variables macroéconomiques qui influencent les actifs, on pourrait se dire qu'on sait qu'il y a un actif qui surperforme toujours par rapport aux autres, donc on va être un petit peu intuitif et on va se dire qu'on va mettre 25% dans chacun de ces actifs. Okay, 25% dans chacun de ces actifs, ça va être par exemple 25% dans les actions, 25% dans les obligations d'État à long terme, 25% dans de l'or et 25% dans les obligations d'État à court terme. Et bien c'est typiquement l'allocation que l'on va retrouver, ce qui est l'allocation d'Harry Browne. Harry Browne, c'était un investisseur et il a créé un portefeuille qu'on a appelé le portefeuille permanent, ou le permanent portfolio en anglais, qui a ensuite été repris un peu plus tard par Matt Faber pour constituer ce qu'on appelle le EV Portfolio, qui est un peu dans la même philosophie. Sauf que l'idée, cette fois-ci, dans le cas d'Harry Browne, ça a été de dire, plutôt que de prendre simplement tous les actifs possibles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les actifs les plus volatiles dans chacune de leurs catégories. Donc dans le cas des actions, les actions en eux-mêmes sont déjà volatiles, mais parmi, par exemple, les obligations, on va prendre uniquement les obligations d'État à longue maturité. Tout simplement parce que les obligations d'État ont une certaine résilience, sont jugées beaucoup plus sûres, et les obligations à longue maturité ont une volatilité beaucoup plus importante. L'or, c'est pareil. L'or en lui-même est un actif, est une matière première, si on rentre dans cette catégorie-là, avec une certaine volatilité. Et donc, il fait partie des matières premières avec la plus forte volatilité. On peut même d'ailleurs le considérer comme un actif à part. Hein. C'est, comme je disais, un actif un peu entre les deux. Enfin, on va également avoir les obligations d'État à court terme. Là encore, les obligations d'État à court terme, c'est un actif qu'on va appeler monétaire, ils sont plutôt associés à l'actif monétaire. Ils ont une certaine volatilité, en général relativement faible, hein. C'est plutôt un actif très stable. Et l'idée ici, c'est de constituer ce portefeuille de telle sorte à ce que, sachant qu'un actif va toujours surperformer par rapport à un autre, on a donc une décorrélation des actifs en fonction des environnements macroéconomiques, ce qui vient s'annuler à chaque fois. Et cette décorrélation permet de créer une croissance constante du capital dans le temps. Donc concrètement, par exemple, si nous entrons en récession, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une chute de la croissance, qu'est-ce qui va se passer? Les actions vont se mettre à chuter, car la croissance ne sera plus pressante. Donc concrètement, les consommateurs vont plus consommer, cela va créer moins de bénéfices pour les entreprises, et donc plus de chômage. Et donc on a ici un cercle vicieux. Donc dans ce contexte, qu'est-ce qui va se passer? Les obligations vont être jugées plus rémunératrices, parce qu'on sera capable par exemple d'avoir un rendement donné plus stable. On sait que c'est l'État qui donne de l'argent. L'État, avant de tomber en faillite, il a le temps de prélever de l'impôt, de vendre les bijoux de famille et qu'il se passe beaucoup de choses. Donc du coup, ça permet d'avoir un revenu stable en tant qu'investisseur. Et malgré que les entreprises fassent faillite, etc., on sait qu'on a ce revenu stable et c'est ce qui fait que majoritairement la plupart des investisseurs vont se mettre à acheter des obligations d'État, ce qui va faire monter leur valeur, autrement dit baisser la rémunération de celle-ci, et qui va permettre de profiter au portefeuille dans le cas où les actions vont être au contraire portées par du négatif et donc chuter. A l'inverse, si par exemple nous sommes dans une situation d'inflation, alors ce qu'on peut imaginer, c'est que l'or, justement, va prendre de la valeur, et les actions également. Les gens vont plutôt se délester des obligations, parce que les obligations offrent un rendement fixe. Or si, par exemple, on a une inflation, je sais pas moi, disons à 6%, qui est en croissance, qui est folle, qui commence à croître, et qu'on a des obligations qu'on détient à un rendement de, je sais pas moi, disons 2%, en fait, on est perdant. Parce qu'on a une inflation, donc les prix qui augmentent de 6% quasiment tous les ans, et on a une obligation qui va nous donner 2%. Donc là, on a un différentiel qui va être de 4%, qui fait qu'on perd de l'argent. Et donc là, on va préférer se tourner plutôt du côté des producteurs, donc c'est-à-dire des actions, qui eux vont par exemple, je sais pas moi, je vais dire une entreprise comme Carrefour, peu importe, une entreprise qui vend des produits, qui sera en capacité de pouvoir monter ses prix, justement, pour pouvoir lutter contre cette hausse de l'inflation, qui va derrière se répercuter donc sur le consommateur,
Et donc nous, en tant qu'actionnaires, on pourra bénéficier en fait de cette augmentation des prix, ce qui est intéressant de détenir des actions. On a également un autre intérêt vis-à-vis de l'or, c'est qu'étant donné que l'or est une réserve de valeur, mais également une valeur refuge, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que réserve de valeur, même si nous avons une augmentation des prix, l'or, qu'on ait 20 tonnes d'or aujourd'hui, on aura toujours 20 tonnes d'or demain, et donc c'est uniquement sa valeur qui va varier. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir 20 tonnes d'or, entre guillemets, si on prend toujours cette référence, qui va valoir plus cher au fur et à mesure que l'inflation va croître. Donc j'ai bien évidemment simplifié ce mécanisme-là, en réalité c'est beaucoup plus complexe, mais ce qu'on peut résumer ici, c'est que chaque actif va avoir des forces et des faiblesses qui vont se compenser les uns les autres. Donc cette fois-ci, si on regarde un peu plus du côté des performances, qu'est-ce qu'on peut avoir comme performance avec cette allocation? Donc ici, ce qu'on peut réellement garder à l'esprit, c'est qu'on ne va pas perdre quel que soit l'environnement économique. On va toujours être en bénéfice. Cependant, ce qu'on peut faire, c'est la comparer avec d'autres allocations. Donc, je vous ai mis en description l'article sur lequel se base cette vidéo, où vous trouverez l'ensemble des liens de nombreux livres également que je vais citer, qui vont vous servir à comparer par exemple cette allocation. Donc c'est le livre typiquement Global Asset Allocation, The Survey of the World's Top 10 Asset Allocation Strategies, donc qui est un livre de Matt Faber, où vous pouvez également aller sur le site Lazy Portfolio ETF, qui est un autre site relativement connu, qui vous permet de comparer une multitude de portefeuilles connus, et vous pourrez voir que celui-ci fait partie effectivement des plus robustes en termes de rendement risque. Vous pouvez également remarquer que si on regarde le graphique à l'écran, sa performance a été relativement bonne. C'est-à-dire que si on part entre les années 1929 plus 1930 et qu'on regarde son évolution ici au cours du temps, malgré les différentes crises, les différentes évolutions, on a quand même une relative stabilité, une relativement bonne croissance des intérêts. On a également ici, si on regarde cette fois-ci plus d'un point de vue de la perte, c'est-à-dire sur ce nouveau graphique, donc l'évolution de la perte annuelle nominale et réelle que peut subir un investisseur avec le portefeuille permanent, on peut voir que ici la perte est relativement contenue. On a été quand même, durant la crise de 1929, l'une des plus grosses crises financières de l'histoire, subi une perte d'environ 30%, allez, environ 30% sur le graphique, ce qui était quand même une perte relativement importante, mais qu'au cours des crises suivantes qui ont été marquées, comme par exemple la crise de 2008, on a eu une perte de presque même pas 18%, allez, environ, même pas 20%. Donc ce qui est relativement solide et qui permet à la plupart des investisseurs de pouvoir tenir psychologiquement face au mouvement de marché. Donc si on regarde concrètement la performance du portefeuille net d'inflation, on est plutôt aux alentours de 3,2% net d'inflation, ce qui est relativement bien. Et en brut, on est plus aux alentours des 6,4%, ce qui est là encore très très honorable. Et comme je l'ai dit, on a quand même une robustesse, et c'est là le gros avantage de cette allocation, c'est une robustesse extrêmement forte. Donc certes, l'investisseur peut subir une perte lors de la plus grosse crise de 1929, comme je l'ai évoqué, mais il faut quand même réaliser que durant cette crise, on a une chute de quasiment 60-70% du marché action, ce qui est quand même des niveaux exceptionnels, et qu'un investisseur qui pouvait contenir une perte de seulement 30% est relativement chanceux, surtout que net d'inflation, parce qu'il faut voir que durant cette période, on a également une déflation forte. Donc déflation, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de l'inflation, c'est-à-dire que les prix ont commencé à monter, et donc forcément par nature le portefeuille a pris en valeur naturellement, c'est-à-dire qu'avoir de l'argent était presque plus rémunérateur qu'avoir des actions ou des obligations, des choses comme ça. Donc il faut noter que dans le portefeuille original, les actifs sont majoritairement localisés principalement aux États-Unis, donc actions américaines, obligations américaines, mais qu'afin de réduire le risque géographique, nous pouvons largement élargir le portefeuille afin de considérer par exemple des actions de sociétés de tous les pays du monde, ainsi que des obligations issues de différents pays, libellées en différentes monnaies, donc pourquoi pas en euros également, en renminbi ou d'autres types de monnaies. Dans un objectif toujours de diversifier géographiquement afin d'éviter le risque de conflits géopolitiques et également de faire en sorte que le portefeuille soit relativement résilient au cours du temps et dans les années qui vont suivre malgré l'incertitude du monde en général. Pour sa gestion, ce qu'on peut dire c'est que comme on l'a dit précédemment, notre objectif était de viser une gestion minimale, donc pas plus de 5 minutes par mois. Donc ce qu'on peut distinguer dans une gestion, c'est 3 grands aspects. Donc les entrées d'argent, les sorties d'argent et le rééquilibrage. Donc les entrées d'argent, elles peuvent s'effectuer en une fois ou en plusieurs fois, suivant si l'épargne souhaite être investie d'un seul coup, dans le cas d'un héritage, ou sinon si c'est par exemple un salaire ou un revenu qui tombe de façon régulière.
Vis-à-vis des sorties d'argent, elles peuvent là encore s'effectuer de deux façons. Soit d'une seule fois, si vous souhaitez par exemple utiliser la totalité de votre capital, donc c'est là l'objectif que je disais précédemment, l'objectif plutôt stock, où là on veut effectuer un gros achat, un achat immobilier ou quelque chose comme ça. Ou alors au contraire, l'effectuer sous la forme partielle, dans un objectif par exemple de tirer des rentes ou de pouvoir continuer à profiter de l'accroissement de ce capital, donc une sorte de retrait partiel du projet, et derrière on veut continuer à laisser les intérêts composés faire leur affaire et donc avoir un capital qui croît de façon continue. Enfin, on a une autre étape qui est importante, souvent négligée, c'est le rééquilibrage. Donc cette opération consiste à vendre et acheter des actifs de votre portefeuille en fonction de leur sous-performance ou surperformance afin de conserver une répartition d'environ 25% sur chaque actif. Donc généralement, le rééquilibrage, on peut le considérer une fois par an. Donc, pour vous dire, l'allocation ne nécessite même pas 5 minutes par mois, mais beaucoup moins de temps que ça. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est envisager tous les 2 janvier, en début d'année, de vendre les actifs ayant le mieux performé au cours de l'année et d'acheter les actifs ayant le moins bien performé afin d'obtenir une allocation qui soit toujours aux alentours des 25% sur chaque actif. Dans le cas où généralement l'allocation peut dépasser les 5% de son objectif cible, donc je sais pas, par exemple, on va voir l'or qui a pour objectif cible dans l'allocation 25%, et on voit que l'or, suite à une explosion, comme on a pu le constater récemment ici en 2025-2026 même, on a à avoir une augmentation des prix de l'or qui va faire que l'allocation va peut-être passer à 25, 30, 40%. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est rééquilibrer le portefeuille en cours d'année, juste pour faire en sorte qu'il garde toujours cette allocation objectif cible d'environ 25%, et on peut le faire lorsqu'on considère un écart de plus de 5% vis-à-vis de son objectif cible. C'est un choix qui est personnel, soit on peut fixer le rééquilibrage comme je disais à chaque début d'année, tous les 2 janvier, ou alors on peut le faire en cours de route si on est plutôt averse à la volatilité et qu'on veut toujours maintenir une allocation avec le niveau de risque présenté précédemment. Les sorties d'argent, elles, comme je l'ai dit, peuvent être effectuées en une seule fois ou sous la forme des dividendes. Alors vous avez souvent peut-être en tout cas entendu la règle des 4%. Autant dire que cette règle n'est aujourd'hui totalement et plus du tout valide, donc c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous souhaitez retirer de l'argent de façon régulière et continue, c'est réellement sur les dividendes et coupons d'obligations qu'il faudra vous baser, et non pas sur un quelconque retrait basé sur le capital, un pourcentage du capital au cours de l'année. Si par exemple vous souhaitez augmenter et avoir plus de rentes, plus de dividendes, à ce moment-là, typiquement, vous pouvez vous tourner vers des actions à dividendes plus particulièrement. Vous augmenterez donc le ratio de dividendes. Néanmoins, je vous déconseille fortement de vous baser sur la règle des 4%. Vis-à-vis de la pratique, cette fois-ci, on se dit, mais comment mettre en œuvre ce genre d'allocation ? Pour pouvoir faire, il va falloir choisir déjà une première chose, c'est l'enveloppe fiscale. Donc les enveloppes fiscales, c'est quoi ? C'est un cadre juridique et fiscal qui permet de loger des placements financiers, donc épargne investissement, en bénéficiant de règles d'imposition spécifiques. Donc le plus souvent, ça va être des avantages fiscaux, mais pas forcément, ça peut être un cadre plus générique. Et en bref, dans un cadre général, même si l'idée reçue ce serait de vous tourner vers l'assurance vie, en pratique, c'est le compte-titre ordinaire qu'il faut privilégier, quoi qu'il arrive. Vous pouvez éventuellement privilégier le plan d'épargne en action, mais dans le cas de notre allocation, ce n'est pas possible. Ce sera donc vers le compte titre ordinaire qu'il faudra absolument vous tourner, même si l'on vous dira que non, fiscalement, c'est pas avantageux, etc. Donc j'ai rédigé un article beaucoup plus complet sur le sujet, sur le pourquoi le compte titre ordinaire est en réalité, la majorité des cas, le placement et le support d'investissement le plus intéressant. Donc vous pourrez retrouver l'article en description. Au sein de mon article, je l'aborde brièvement. Vis-à-vis des intermédiaires, là encore, si vous êtes dans un objectif de long terme, de protection du capital, en particulier si vous voulez investir de grosses sommes, je vous déconseille fortement les néo-courtiers et les néo-banques. Donc ça va être des néo-courtiers N26, Trade Republic, toutes ces choses-là. Si vous souhaitez certes avoir un petit capital, travailler, commencer à faire fructifier votre argent à faible frais, ok, pourquoi pas. Mais si par contre vous voulez commencer à faire l'investissement de façon sérieuse, à ce moment-là je vous le déconseille. Je vous déconseille pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être tout simplement les allergiques à la fiscalité française. Donc si vous souhaitez par exemple investir, vous allez à la fin de l'année devoir déclarer les bénéfices que vous aurez effectués, bénéfices issus de vos obligations, des coupons d'obligations qui vont tomber, mais également des dividendes. Et vous devrez donc
faire dans le cas présent, si vous ne choisissez pas des courtiers français, faire la déclaration à la main. Cette déclaration à la main va impliquer beaucoup d'aspects. Supposons que vous tombez sur des coupons d'obligations en dollars. Si vous recevez des coupons d'obligations en dollars, parce que vous détenez des obligations américaines, forcément, il va falloir faire dans votre déclaration la conversion euro-dollar, prendre en compte éventuellement, suivant les supports sur lesquels vous vous basez, des éventuelles ristournes fiscales. On peut penser, si vous souhaitez détenir les actions en direct, ce que je vous déconseille, mais peut-être que ça peut vous intéresser, vous allez devoir déclarer les accords de double imposition et devoir les gérer vous-même. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous recevez un dividende américain, ce dividende d'une société américaine, disons Coca-Cola par exemple, vous allez d'abord être imposé fiscalement aux États-Unis. Donc vous allez avoir une retenue de mémoire, je crois que c'est 30% ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, vous allez avoir une seconde imposition en France. Sauf que si vous avez une seconde imposition en France, elle, par défaut, l'administration fiscale vous appliquera un taux de 30%. Ce qui voudra aller lui dire que non, justement, vous avez déjà été imposé, étant donné que c'est des revenus issus de sociétés américaines, et donc devoir mettre en œuvre ce qu'on appelle les accords de double imposition, les activer, et dire que là, non, la retenue doit être que de 15%. Alors, je ne suis pas vraiment sur des chiffres, donc là, je les ai dit à la volée, je vous invite à revérifier derrière, mais globalement, vous avez l'idée. Vous avez une première imposition dans le pays fiscal d'origine, d'où provient la société, et ensuite vous avez une seconde imposition imposée à la France, et dans certains cas, vous pouvez avoir des ristournes. Il faut donc être capable de les appliquer en temps voulu, et être capable de les remplir au sein de votre déclaration fiscale. Ce qui peut être relativement compliqué, parce que dans le cas de Coca-Cola, on a une double contrainte, à la fois l'aspect dollar-euro, et en même temps l'aspect double imposition, on va dire convention fiscale à appliquer. Donc concrètement, ce que je peux vous recommander, c'est que pour ceux qui ne veulent pas y passer beaucoup de temps, qui veulent être relativement passifs, privilégiez les intermédiaires français. Donc vous allez avoir Bourse Directe, Boursorama, qui sont des intermédiaires français très simples, très connus. Je vous recommande principalement Bourse Directe. Alors si vous voulez aller plus loin, vous avez des liens d'affiliation dans la description. Mais je vous recommande principalement Bourse Directe, étant donné qu'il a accès à un éventail de produits beaucoup plus large. Je trouve que Boursorama tend à devenir de plus en plus limité au cours des années. Néanmoins, je l'utilise également. Donc si vous souhaitez passer par Boursorama, vous pouvez également en utilisant les liens dans la description. En revanche, pour ceux qui sont prêts à y consacrer un peu plus de temps, qui eux sont vraiment très très motivés par cet aspect déclaration, bon généralement je pense que si vous visez une allocation plutôt passive, c'est pas réellement ce que je vous recommande, mais bon, pourquoi pas, c'est plutôt de se tourner vers des courtiers plus professionnels comme Interactive Brokers, Saxo Bank, où là, vous allez réellement avoir un choix de produits qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus important. Bon, dans le cas de la location ici, c'est pas forcément nécessaire, mais bon, si vous voulez vraiment vous tourner vers quelque chose de plus pro, vous pouvez aller là-dessus. Maintenant, ce qu'on va parler, c'est d'immobilier. Je sais qu'en France, il existe de nombreux investisseurs qui sont fans d'immobilier et qui n'ont pas envie de se préoccuper de la gestion d'un bien. Ils veulent faire absolument de l'investissement immobilier passif. Donc il existe de nombreux moyens de s'exposer à l'immobilier passif, et les plus pertinents restent les foncières cotées, REIT-SIC. Donc là encore, j'ai rédigé un article beaucoup plus complet sur le sujet. Donc je vous invite là encore en description à relire l'article lié à cette vidéo et vous trouverez l'ensemble des informations dessus. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que malheureusement, le portefeuille permanent, au final, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne contient pas d'immobilier. Je vous ai évoqué les 7 classes d'actifs, mais je ne vous ai pas du tout évoqué l'immobilier comme étant partie prenante de cette allocation. Donc, pourquoi ça, il y a deux raisons. L'immobilier, en réalité, ce n'est pas un actif qui est supérieur aux autres. Donc, en pratique, il a même un comportement qui est très similaire aux actions, si l'on regarde d'un point de vue historique. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que sa faible liquidité, causée par les délais de transaction là, donne l'impression aux investisseurs que les prix sont beaucoup plus stables. Mais en réalité, c'est qu'une impression, on a vraiment une volatilité importante. Là encore, pour aller plus loin, je vous invite à lire mon livre qui traite justement beaucoup plus de cet aspect historique, donc le guide de l'investisseur particulier, qui traite beaucoup plus de l'aspect historique de l'évolution de ces prix, de ces différents actifs. Enfin, le deuxième aspect, c'est plutôt l'accès à l'immobilier qui est extrêmement complexe. En réalité, il faut un capital important pour être en capacité de pouvoir effectuer un prêt à la banque. Souvent, il faut de l'apport. Et les faussaires comptiers ont été introduites dans cet objectif-là, pour permettre justement aux Américains d'investir en immobilier au travers de sociétés qui gèrent des patrimoines immobiliers. Et ça, en étant coté en bourse, qui permet également d'offrir aux particuliers la liquidité des marchés financiers sans le risque et la contrainte de la gestion d'un patrimoine immobilier.
C'est ce qui fait qu'en fait, la plupart des portefeuilles n'ont pas forcément d'immobilier parce que ça a été un ajout relativement tardif. Bon, aujourd'hui, les foncières cotées ont quand même plus de 50 ans d'âge, donc on peut quand même estimer que c'est un actif qui a su faire ses preuves, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément présent dans les portefeuilles traditionnels et souvent déjà inclus dans la partie action des portefeuilles. Donc on a généralement, à l'échelle mondiale de mémoire, on doit avoir aux alentours de 3% peut-être d'immobilier à l'échelle mondiale. Donc selon moi, c'est plutôt ma vision, c'est que c'est un secteur comme un autre, comme on peut le voir dans le secteur de l'industrie, de la défense, de l'énergie, avec les sociétés pétrolières et gazières. Donc c'est pas un secteur qui a, on va dire, quelque chose de supérieur à tout prix, qui nécessiterait une place particulière dans un portefeuille. Cependant, je dirais qu'il y aurait juste un cas qui pourrait être intéressant. Ce serait le cas où vraiment on souhaite avoir un peu plus de rente. Donc oui, c'est intéressant, auquel cas d'augmenter un peu de rajouter un peu d'immobilier. Là encore, soit un peu plus au détriment des actions. Donc c'est-à-dire que si par exemple on peut envisager une allocation de type 20% immobilier, 20% pardon, actions et 5% immobilier, ou peut-être pourquoi pas l'inverse d'ailleurs, mais néanmoins toujours rester dans cette proportion de 25%, et pas forcément aller au-delà. Maintenant, si on s'intéresse aux instruments financiers, qu'est-ce qu'on peut acheter concrètement ? Donc, j'ai effectué ici une liste, là encore visible dans l'article en description. C'est une liste qui est totalement variable. En réalité, j'aurais pu prendre d'autres types d'instruments financiers. C'est juste des instruments qui sont populaires, qui sont pour certains sur lesquels j'ai moi-même investi, donc que j'estime être de bonne facture. On va avoir principalement vis-à-vis des actions des ETF, donc pour être majoritairement passif, peu de gestion, pas forcément besoin de faire varier son allocation de façon régulière. Donc on va avoir le Vanguard typiquement, dans le cas des actions, que je trouve être un ETF, le All World, qui pour moi est à privilégier. Il a des faibles frais qui continuent de diminuer au fur et à mesure des années. On a également un bon encours sous gestion, une société Vanguard qui n'est plus à citer, c'est vraiment une société qui est dans l'alignement d'intérêts des investisseurs. Vis-à-vis des obligations long terme, on va avoir l'Amundi US Treasury Bond Long Dated, qui est en fait un ETF distribuant qui va investir sur les obligations américaines. Donc on a une duration d'environ 20 ans. Donc ça revient en fait à investir sur des obligations à maturité environ 20 ans. On va avoir le iShare Gov Bond 20 years, enfin le 20 ans avec une durée fixe. Donc là, c'est plus pour les obligations européennes. Pour les obligations courtes, on a le iShare Treasury Bond de 0 à 1 an. Et pour les obligations pareil courtes, mais cette fois-ci plus euros, on va avoir le iShare Euro Gov Bond de 0 à 1 an. Donc ce que je vous recommande, c'est par exemple pour la partie obligataire, c'est de diviser les 25% en deux parties. Et on va avoir une partie pour les obligations en dollars, une partie pour les obligations en euros, pareil, en court terme et en long terme. Pour la partie or, on a le Amundi Physical Gold. Alors bien sûr, il existe un autre ETF, le ZKB Gold, que je recommande particulièrement. Néanmoins, il est souvent difficilement accessible aujourd'hui, mais néanmoins celui que je privilégierais, donc j'ai écrit un article sur le sujet. Et enfin, pour ce qui est de l'immobilier, je recommande plutôt le HSBC, FTSE et Prana Rates Developed, qui est un ETF là encore de très bonne qualité, qui permet de reverser des dividendes régulièrement, donc tous les 3 mois. On a également cette autre version qui est sous Amundi, que vous pouvez également privilégier, mais dont les dividendes sont versés annuellement. C'est pour ceux qui souhaitent vraiment mettre de l'immobilier. Bien sûr, je ne le recommande pas forcément, et vous pouvez envisager de ne pas en mettre, au contraire d'en mettre un peu. C'est à vous de décider là-dessus. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que dans cet article, on a vu comment mettre en œuvre un portefeuille en fournissant une solution clé en main qui permette d'investir sur le long terme, voire moyen terme, avec des objectifs variés. Donc c'est pas forcément ma vision de l'investissement, de fournir des solutions clés en main, mais je sais que c'est une demande qui peut être relativement fréquente. Donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai des articles, j'ai écrit un livre sur le sujet qui vous permettra de mieux comprendre l'investissement et d'aller plus en profondeur. Cependant, pour ceux qui souhaitent continuer dans cette voie plutôt de simplicité, sans forcément se poser de questions, c'est également une allocation qui est souvent plébiscitée pour sa robustesse, donc c'est celle-là que j'irai par nature à titre personnel. Cependant, je vous invite vraiment à vous renseigner à minima sur l'aspect de la psychologie, car même si cette allocation sur le papier peut paraître intéressante, robuste, avoir de faibles risques de perte, c'est réellement la psychologie de l'investisseur qui va être impactante sur vos performances à long terme. Donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin, comme je l'ai dit précédemment, j'ai écrit un livre sur le sujet que vous pouvez être amené à lire. Sinon, pour les autres, à la prochaine.